Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Conseiller politique de François Fillon, dont il supervise le projet, Éric Woerth est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, présent à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et avec Radio Classique. Vous répondrez à 3 grandes questions. Éric Woerth, la première vous sera posée tout à l'heure par Jean-Francis Pécresse. François Fillon passe-t-il à la médecine douce et pas que dans le domaine de la santé? Deuxième question, François Fillon doit-il trouver son point d'équilibre? Est-ce qu'il a du mal à fédérer entre les sarkozystes et Alain Juppé qui donne de la voix aujourd'hui? Vous répondrez à Nadège Puljac. Enfin, troisième question, moi ou le chaos? Est-ce aussi ce qu'il dit, votre candidat? Pas seulement à ses amis des Républicains, mais à l'extrême droite et à la gauche concernant leur programme que l'on découvre peu ou prou de jour en jour. Mais d'abord, une première question d'actualité. Car l'actualité, à l'instant présent, ce sont les sondages, même si, bien sûr, on le sait, François Fillon s'en est toujours méfié, mais l'Institut Elab le place désormais nettement devant Emmanuel Macron, donc à la deuxième place, 20%, plus 3 points pour votre candidat, contre 17 pour l'ancien ministre de l'économie qui enregistre une chute de 5 points. Marine Le Pen, elle, est toujours largement en tête. Est-ce que, pour vous, c'est un croisement des courbes que vous attendiez? Est-ce que c'est une première victoire? Écoutez, il faut relativiser tout ça. La victoire, c'est au moment de l'élection. On verra au premier tour et puis au deuxième tour de l'élection présidentielle. En tout cas, on prépare ça avec beaucoup de sérieux. Et François Fillon, aujourd'hui, est à plein dans sa campagne. C'est évidemment un croisement des courbes. C'est important pour nous de retrouver la seconde place qu'on avait perdue pendant quelques temps, quelques jours, au profit de M. Macron. Voilà, M. Macron perd du terrain au fur et à mesure du temps qu'il essaye d'expliquer, ou plutôt qu'il n'essaye pas d'expliquer son projet. Ça vient, il va tout déballer le 2 mars. Oui, enfin, il avait quand même le temps. Il est en campagne depuis maintenant des mois et des mois. Il pourrait dire des choses. Il dit des choses qui sont tout à fait contradictoires en général. Donc, mais cette inversion des courbes, selon vous, elle est irréversible maintenant ? Je l'espère. En tout cas, le potentiel de progression de François Fillon est très important. François Fillon a été un score plus important à un moment donné, il est baissé, donc il peut reconquérir une bonne partie de l'électorat qu'il avait perdu pour des raisons extérieures à sa campagne. Extérieure avec sa campagne, justement. Donc on peut considérer que le potentiel de progrès de François est très important. J'ai aucun doute que jour après jour, semaine après semaine, au fur et à mesure du déroulement de la campagne sur le fond et de ses propositions pour la France, François retrouve l'étiage qui était le sien. Alors vous parlez d'éléments extérieurs à sa campagne, mais qui sont quand même très liés à la personnalité de François Fillon. Est-ce que vous redoutez, je ne sais pas, d'autres surprises? Est-ce que vous lui avez demandé, par exemple, de dire s'il y avait encore des choses à redouter? Moi, je ne redoute rien. D'ailleurs, François Fillon est parfaitement détendu là-dessus. Non, mais François Fillon, il n'a pas le sentiment d'avoir agi contrairement à la loi. Il pense avoir respecté la loi, et c'est ce que je crois aussi. Maintenant, chacun y va de son interprétation. On en a parlé pendant 3 semaines, que de ça, 24 heures sur 24. Est-ce que vous croyez que ça revienne avec d'autres informations? Il n'y a rien apparemment demain dans le canard enchaîné, mais allez savoir les semaines qui viennent. Je ne crois pas. Puis la vie, la France ne vit pas au rythme d'un journal. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc, François, non, mais vous l'avez pas demandé. Il est reparti dans sa campagne. Vous ne l'avez pas demandé de vous rassurer? Non, enfin, on a eu des discussions, comme toujours. Il vous a rassuré? Mais il n'a pas besoin de me rassurer. Je pense que François, c'est le meilleur candidat que nous puissions avoir. D'abord, parce qu'il est issu de la primaire, donc il est incontestable pour nous. On fait bloc derrière lui. Tous les élus des Républicains et de l'UDI font bloc derrière François Fillon. On l'a démontré, même contre vents et marées, même au pire de cette tourmente qui lui a été imposée. Même quand certains évoquaient un plan B, pour qui n'est pas venu finalement. Oui, mais Emmanuel Macron... Parce qu'il n'y en avait pas, et parce qu'en plus, personne ne le souhaitait, et personne ne l'a poussé. Emmanuel Macron, plus que jamais, donc reste l'homme à abattre, même si vous êtes passé devant avec votre candidat. Aujourd'hui, quand même, il montre une certaine stature. Il est reçu, vous avez vu, au 10 Downing Street. Est-ce que mais ça tout vous le monde sera reçu. Non, pas du tout. François Fillon va lancer une invitation à Mme May. Non, mais j'en sais rien. Si Mme May décide de recevoir M. Macron, à ce moment-là, elle recevra tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ça n'a rien de particulier que l'Angleterre, dans la période compliquée où elle est avec le Brexit, reçoive
les candidats à l'élection présidentielle, s'il le souhaite et s'il demande un rendez-vous. Vous savez, cette idée qu'il faut se former une stature, c'est Madame Le Pen au Liban, Monsieur Macron, là, en Angleterre. Donc l'idée que tout d'un coup, il faut serrer la main d'un dirigeant d'un pays pour donner le sentiment qu'on a le même statut. François, il n'a pas tout à fait besoin de faire ça. Il a été Premier ministre de notre pays pendant longtemps. Il a cette stature internationale. Nationale, ça va de soi, mais internationale, ça ne pose aucune difficulté. Les Français l'ont bien compris. Tout ça, c'est un peu du théâtre. Du théâtre. Et d'ailleurs, je trouve que Monsieur Macron, Emmanuel Macron, il a tendance à jouer et à scénariser la pièce qu'il a lui-même écrite. Il y a assez peu, me semble-t-il, de conviction ou de sincérité dans ce qu'il fait et de ce qu'il dit. On voit bien que tout ça est très formaté, très technocratisé. Quand il dit « je vous aime », je ne suis pas sûr que tout le monde a compris que Emmanuel Macron nous aimait. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu as des propositions pour la France? Est-ce que tu renouvelles la vie politique? Non. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es capable de porter un projet pour redresser le pays? La réponse est non. Et les Français sont en train de s'en apercevoir. C'est une entreprise de séduction. Ce n'est pas une entreprise de conviction. D'accord, une entreprise de séduction. Qu'est-ce que vous répondez à Henri Guénaud qui disait il y a quelques jours encore que le maintien de François Fillon était une sorte de suicide collectif? Vous lui dites, regarde le dernier sondage. Je ne lui dis rien, Henri Guénaud. Il est habitué à ses propos très excessifs. C'est un homme aussi qui a une grande sensibilité. Voilà, enfin, je pense qu'Henri devrait plutôt essayer d'aider ses amis plutôt que de tenter de les affabler. Ne pas se présenter alors, ou pas tenter. Merci, on va continuer avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction Radio Classique, qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Éric Woerth. Votre question. Est-ce qu'après avoir prescrit un traitement de choc, François Fillon n'est pas en train de se convertir à la médecine douce? Il est en train de se convertir, je ne sais pas s'il a besoin de se convertir, il est en tout cas persuadé qu'il faut réformer l'assurance maladie et que sur un sujet aussi important que l'assurance maladie, comme sur d'autres, il ne faut pas de brutalité, il faut être compris des Français, sinon vous ne réformez rien du tout. Donc on a repris le projet, après vous faites référence au débat absolument. Ou à la polémique assez caricaturale quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, du mois de décembre. Il y posait le bon diagnostic, en termes médicaux comme en termes politiques, qui était de dire il faut clarifier la répartition des rôles entre les deux piliers de financement de la maladie, que sont les complémentaires et la sécurité sociale. Nul ne pense qu'il ne faut pas le faire. On voit bien que ce n'est pas clair, personne ne sait exactement par qui il est remboursé et de combien surtout il est remboursé. On a du mal à faire en sorte de comparer les contrats, enfin bref, il faut le faire. Et dans le projet qu'il a présenté hier et ce matin, c'est un projet de clarification aussi des modalités de remboursement, notamment pour les frais de lunettes. Il propose des lunettes gratuites, d'une certaine façon, un remboursement intégral pour les enfants. Ouais. Et puis, pourquoi? Parce que c'est des sujets qui sont des sujets où les restes à charge pour les Français sont très importants et où la sécurité sociale aujourd'hui est quasiment une complémentaire par rapport à des complémentaires qui, elles, financent la majorité des frais. Et puis, il redit qu'il faut 20 milliards d'euros d'économies dans le système de santé. On ne sait pas très bien où. C'est 20 milliards d'euros. Si, on sait très bien. Mais alors où est-ce qu'il les fait? C'est partout. 20 milliards d'euros d'économies. Mais comment ça partout? Mais partout. C'est 250 milliards de dépenses. Les soins, les dépenses de soins, c'est plus de 11% de notre richesse nationale. C'est bien plus que dans beaucoup d'autres pays. Donc vous avez, sur l'ensemble de la chaîne, l'OCDE l'a très bien montré d'ailleurs, des marges de productivité en traquant la non-qualité. C'est nulle part. Le cloisonnement... Mais partout, je vous donne des exemples. Ouais. La non-observance de la médication, de ce que vous demandent les prescriptions médicales. C'est, selon la plupart des études, c'est pas loin de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire l'effet secondaire de non-observance de prescription, c'est une somme considérable. Le cloisonnement de l'offre de santé. L'hôpital qui ne parle pas à la médecine de ville, qui ne parle pas aux hôpitaux ou aux cliniques privées, c'est des centaines et des centaines de millions d'euros. L'incapacité à mettre en avant
la prévention dans notre système de soins, c'est aussi des milliards d'euros. Le fait de trop utiliser de façon excessive les hôpitaux en France. Regardez les urgences. Il y a 30% quasiment des Français qui sont passés dans un hôpital. Donc c'est évidemment beaucoup trop. C'est 20 milliards d'euros d'économies que vous allez faire sur le fonctionnement du système de santé. Sur la non-qualité dans le système de santé. Sur la non-qualité. Et tout en prenant en charge par exemple, des médicaments qui vont coûter de plus en plus cher, et notamment, je pense à tous ces médicaments très onéreux qui coûtent parfois jusqu'à 100 000 euros par an à la sécurité sociale pour un seul malade, traitement contre l'hépatite C, contre le cancer, etc. Vous arriverez à financer tout cela? Écoutez, c'est le défi que nous fixons à la fois au futur gouvernement, et c'est le défi que fixe François. Il est très précis. Il est plus précis que tous les candidats réunis, additionnés contre lui. Il a produit un projet long, un projet qui a été écrit après une centaine d'auditions. Là, vous parlez de la version corrigée. De la version, un peu la vôtre. La seconde version. D'accord, alors on va l'écouter. Oui, on va l'écouter, François Fillon. Mais la seconde version, elle prend appui sur la première. Alors quand même, parce que là, il a quand même ce matin clairement tourné le dos au projet initial, la sécurité sociale uniquement pour les gros risques. On l'écoute. Enfin, je vous le redis avec force, il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. C'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les Français. Alors Benoît Hamon ironise, évidemment, il voit un Fillon 2 qui contredit Fillon 1, et il dit tout ça, c'est pas très sérieux au fond. Hamon 1 ne disait rien, Hamon 2 ne dit rien non plus. Donc je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement sérieux. Ce qui est sérieux, c'est le projet de François Fillon. Il a mis au cœur du débat présidentiel, parce que tous ces candidats, en réalité, ils discutent des propositions de François Fillon. Il est le projet de référence dans le domaine de la santé, à mon avis d'ailleurs dans à peu près tous les domaines, et il est le projet c'est le projet de référence, c'est-à-dire que c'est celui qui a porté la santé au cœur de l'élection présidentielle. Et si les Français ne sont pas satisfaits de leur santé, ils ont peur que demain l'assurance maladie n'arrive plus à rembourser ce qu'elle doit rembourser. Ils ont peur pour un certain nombre de raisons. Ils voient les hôpitaux engorgés, ils voient des médecins qu'on ne trouve plus, la désertification médicale, comme on dit, est extrêmement importante. Ils voient des molécules qui vont être très innovantes, extraordinairement chères, alors que le système y produit aujourd'hui des déficits, ce qui n'est pas en soi un caractère de durabilité. On essaye de répondre avec sérieux, prenons les choses méthodiquement. Tout cela. La Cour des comptes, par exemple, estime qu'en 2017, il faudrait faire 6 milliards d'euros d'économies dans l'assurance maladie. Où est-ce que vous les faites? Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que la dérive automatique des coûts dans la santé, c'est à peu près 7 milliards d'euros chaque année si vous ne faites rien. Nous souhaitons diviser par 2 cette dérive. En divisant par 2 ce rythme de dérive, par une meilleure organisation, par une efficience du système de santé. Faire en sorte on entend ça depuis des années. Mais il faut le faire. Mais lisez les 25 pages qu'on a rédigées là-dessus. On vous explique ça de façon, je pense, assez fondamentale. Le fait qu'il n'y ait pas de double prescription, de triple prescription, le fait que l'hôpital soit à sa place, un lit d'hôpital, une hospitalisation, quelqu'un qui se présente aux urgences sans raison de se présenter aux urgences, simplement parce que l'offre médicale à côté n'est pas suffisante. C'est des centaines et des centaines d'euros qui sont à chaque fois économisés. C'est un système complexe. Donc il n'y a pas une solution. Je sais bien que chacun voudrait leur dire, alors c'est quoi la mesure qui fait que vous avez... Il n'y a pas de mesure à 20 milliards. Il y a des dizaines de mesures qui conduisent à ces 20 milliards. Et 20 milliards, c'est c'est 8% des dépenses. Donc c'est plus d'efficacité. En fait, vous ne nous dites pas des économies. Vous ne pouvez pas faire des économies, vous faire d'une meilleure efficacité. Nous avons placé la qualité toujours devant le reste. La qualité doit dominer dans le système de santé. Jean-Francis. Sur le sujet du remboursement à 100% de l'optique pour les enfants. Donc ça, c'est une proposition de François Fillon ce matin, qui est une proposition nouvelle. Qu'est-ce que vous remboursez 100% de quoi? Parce que vous vous rendez bien compte qu'une lunette à 25 euros ou à 30 euros, c'est pas la même chose qu'une lunette de qualité un petit peu plus chère. Donc c'est 100% de quoi? Oui, 100% d'une lunette de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on définira, c'est pas à moi ni au président de la République de définir la qualité d'une lunette, ce sera aux professionnels de la santé de le faire, et selon des normes de qualité, il y aura un remboursement
intégrale des lunettes pour les enfants par la sécurité sociale. Pourquoi la sécurité sociale? Parce qu'on est bien dans cet état d'esprit qui est de dire cette solidarité, ce fondement de solidarité, c'est la sécurité sociale. Le pivot du système de soins et du remboursement du système de soins, c'est la sécurité sociale. Mais nous essaierons d'avoir des degrés de qualité pour la lunetterie pour les adultes, les prothèses audio dentaire. de la même façon, les prothèses dentaires de la même manière, les dépassements d'honoraires aussi. On voit bien que c'est là où sont les très gros restes à charge. Sur l'audioprothèse, Vous l'avez chiffré c'est ça, par 60% exemple de reste à charge. Donc il lunettes faut pour que ce enfants, reste à charge y baisse. Vous l'avez Ça veut chiffré dire qu'il y aura un vrai débat, très important avec les professions, pas avec les médecins, mais avec les professions qui livrent ou qui vendent ces dispositifs médicaux, qui font déjà beaucoup d'efforts. Il faut continuer à en faire. Il faut qu'il y ait un marché qui se crée, il faut qu'il y ait une économie, il faut revoir les prix et en même temps, voilà, au travers d'une véritable politique de qualité. Et il y aura un degré de qualité. Bien sûr, ne seront remboursés à 100% que ceux qui relèvent de cette qualité. Si vous voulez plus que cette qualité, si vous voulez la lunette avec l'alliage qui a permis au dernier cosmonaute d'aller dans Mars, dans ce cas-là, c'est votre problème et vous payez, demain, et vous payez à ce moment-là évidemment le supplément. Et les mutuelles devront pouvoir absorber cela. Elles doivent pouvoir le faire à partir du moment où le niveau des cotisations est maîtrisé, à partir du moment où également les coûts de gestion sont Et ils sont maîtrisés. faramineux, on le sait. C'est une discussion qu'on a eue avec l'ensemble du secteur mutualiste ou des assurances privées qui remboursent. Alors d'autres qui questions font des sur le projet. complémentaires. Encore changeons de sujet peut-être. La presse fait l'écho depuis quelques jours à la suite des propos de François Baroin d'une éventuelle marche arrière sur l'augmentation du taux de la TVA intermédiaire. Dans le projet de François Fillon, il était question de passer cette TVA de 10 à 12%. Et il se dit que c'est une proposition qui fait débat entre vous et que vous resteriez à un taux de 10%. C'est une mesure, pour que les téléspectateurs et les auditeurs le comprennent bien, qui concerne évidemment toutes les professions de service, les restaurateurs, etc. Donc c'est important. Cette question, elle se pose. François Fillon est en train de présider des réunions d'arbitrage, comme on dit, c'est-à-dire de décision définitive. Son projet est un socle vraiment très, très puissant. Puis Quel est votre avis à vous? De ce socle, écoutez, moi je ne vais pas donner mon avis à ce stade parce qu'il pourrait à ce moment-là orienter. Je pense que c'est à François Fillon à un moment donné. C'est à François vous êtes Fillon son à un moment donné. conseiller responsable du projet. Oui, mais justement, je pense que moi je crois à la liberté du candidat. Donc si je donne un avis, j'y suis soit trop proche et cet avis. Donc voilà, je pense qu'il y a une marge de manœuvre dans ce domaine-là qui est, vous êtes favorable. Importante. Voilà, vous êtes favorable. Marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre. Parce qu'on ne l'augmente pas. Il y a une marge de manœuvre. François Fillon dévoilera. Il dévoilera. Il a déjà beaucoup dit sur son projet économique, sur les 100 milliards d'économies de dépenses, comment ça bouge. sur la baisse de la fiscalité. Et sur l'augmentation de la fiscalité. Il y a les produits importés. Il y a le taux de TVA normal. Alors, dans le taux normal, il y a la plupart des produits importés. Il est assez naturel que ces produits importés, c'est un peu la TVA sociale, participent en réalité à la baisse des cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou d'ailleurs qu'elles soient aussi salariales, puisque François propose une baisse forfaitaire des cotisations sociales salariales. Absolument. L'augmentation de la TVA au taux normal de 20 à 22%, elle va se faire quand et en combien d'étapes, si étapes il y a? Le collectif budgétaire de juillet 2017 le dira. Le calendrier sera affiché avant, évidemment, l'élection. On est en train de regarder tout cela. On a une opinion souvent précise. Moi, je ne crois pas qu'on puisse... Vous voyez, prendre les mesures les unes après les autres. Je pense que oui, attendez, je ne vais pas me dire ça à moi, je sais bien que c'est terriblement important. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un sujet qui soit discuté avec les autres sujets. Si vous le faites, c'est parce qu'il y a autre chose que vous faites à côté. Et dans le domaine économique, et dans le domaine du redressement de notre pays, tout est lié. C'est le marché du travail, c'est la baisse des dépenses, c'est une réforme de l'assurance maladie, parce que c'est et c'est aussi la réforme de la retraite. On a envie de vous entendre aussi là-dessus. Jean-Francis. Bien sûr. Il y a eu ce matin c'est une baisse des impôts. Déclaration de François Fillon un peu curieuse qui laissait entendre que l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans pourrait être modulée en fonction de la durée, en fonction de l'espérance de vie donc des secteurs professionnels ou des professions. Moi, j'ai entendu ça. J'ai plutôt entendu François Fillon dire que c'était quelque chose de compliqué à faire, qu'il y avait pensé. Moi, je ne suis pas favorable à ça parce que c'est
c'est infernal. Profession par profession. Qu'est-ce qu'une profession? Surtout quand maçon, agriculteur, on sait. Oui, et là, ce sont des espérances de vie qui sont et moins grandes. informaticien. Ou vous pouvez aussi régionaliser. Vous vivez plus longtemps aujourd'hui dans Donc le sud. Là, vous prenez position. Vous dites que vous n'êtes pas favorable. Je dis que la pénibilité est une option que nous avons intégrée. La loi de 2010, c'est une loi dans laquelle il y a la pénibilité. Mais il y a une pénibilité qui est mesurée médicalement, qui est de dire, au fond, si vous avez une dégradation physique qui est liée à votre vie professionnelle, alors à ce moment-là, vous pouvez partir en retraite plus tôt. Je pense qu'il faut en rester là, même si le débat peut se poser, bien évidemment. Et François Fillon a montré que ce débat, il le comprenait. Merci. Bien, merci. Jean-Francis. Et maintenant, c'est Nadège Puljac de l'agence France Presse qui nous rejoint pour la deuxième grande question de l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Nadège. Bonsoir, Monsieur Woerth. Alors Alain Juppé, que vous connaissez bien, a dit ce matin que François Fillon devait prendre davantage en compte les électeurs de droite et du centre. S'il voulait gagner, évidemment. Alors, est-ce que M. Fillon doit encore trouver son point d'équilibre dans votre famille? Tout le monde n'est pas rassemblé? Écoutez, moi j'ai cette impression que tout le monde est rassemblé. Alors pourquoi il a dit ça, Alain Juppé? Vous savez, j'ai vu ce qu'il avait dit dans son blog, rien ne m'a choqué. Enfin, ça m'a semblé assez naturel de dire aux candidats de la droite et du centre qu'il faut qu'ils continuent à rassembler les électeurs de la droite et du centre. Et puis, c'est quand même curieux ce besoin de toujours dire rassemble les. N'oublie pas la droite humaniste. Alors c'est ça. Mais oui, voilà, tout simplement, n'oublie pas la droite humaniste. Est-ce que ça veut dire que la droite humaniste est oubliée par la droite? Qu'est-ce que c'est que la droite humaniste? Je suis de droite, je suis humaniste. M. Juppé, il a l'air de savoir. Oui, nous sommes membres des Républicains, nous sommes par principe des humanistes. Ça veut dire qu'on intègre une dimension humaine, c'est le moins qu'on puisse dire, heureusement, dans les réformes et dans ce que nous proposons. La droite humaniste, c'est celle qui permet aux Français, en réalité, de ne pas rester au chômage. La vraie question, c'est que la gauche humaniste, elle met les Français au chômage. La droite humaniste, elle propose des réformes pour redresser le pays. C'est pas pour faire plaisir aux candidats, c'est pour faire en sorte que la France, elle se redresse. Et la France qui se redresse, c'est moins de chômage, c'est un pouvoir d'achat qui se développe, c'est des entreprises en meilleure santé, c'est une compétition internationale qui profite un peu plus à la France plutôt qu'elle ne l'affaiblit comme c'est le cas aujourd'hui. C'est aussi une France qui essaye de tuer ces vieux démons de déficit chronique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le projet de François, il est quand même très ambitieux. Avec ce programme radical, comme l'appelle M. Fillon, et ça effraie quand même pas mal de monde. Le mot radical, il fait peur. C'est un vrai programme, voilà. C'est un programme de réforme. Vous dites vrai programme, vous dites pas programme radical. Le terme, François Fillon dit radical, lui. Les radicaux, c'est l'UDI. On est alliés et partenaires. On va demain travailler, évidemment, à échanger sur le projet. Est-ce que le programme de François Fillon est radical pour vous? Mais c'est un programme de réforme en profondeur de notre pays. Réformer le code du travail, faire que le marché du travail ne soit pas un marché du chômage, faire en sorte que le coût du travail baisse durablement, donc que la France retrouve de la compétitivité, que les entreprises soient au cœur du sujet. Parce que qui produit la richesse? C'est les entreprises. C'est assez banal que de le dire. Alors je vais quand même insister sur M. Juppé. Baisser le nombre de fonctionnaires, non pas pour se fâcher avec les fonctionnaires, mais pour que les fonctionnaires ils aient un autre avenir dans ce pays, qu'ils soient mieux payés, moins nombreux, mais mieux payés, avec des tâches de plus en plus à forte valeur ajoutée, que le service public aujourd'hui en France soit d'une qualité supérieure, qu'on intègre la société du numérique. Mais on entend bien tout ce que vous dites, M. Woerth, mais n'empêche que Alain Juppé demande aux candidats de tenir compte des sensibilités de droite et du centre humaniste dans le parti. Et là, au moment même où on parle, les Juppé, ils sont réunis. Qu'est-ce qu'ils font entre eux là? Ils vous cassent du sucre sur le dos? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils éprouvent le besoin de se réunir? Je vous sens un peu ironique. Non. C'est pas du tout le cas. Que chacun ait une origine dans la primaire. On a soutenu Alain Juppé, moi j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. On se retrouve évidemment autour de François Fillon sans aucun état d'âme. Et je pense qu'on l'a montré dans ces moments-là. Un certain nombre de personnes se rencontrent parce qu'on a mené campagne au premier tour et qu'on a envie de reparler ensemble, ça me semble naturel, pour mieux encore, je pense, mieux soutenir François Fillon. C'est le cas de ceux ou de celles qui se réunissent sous la bannière d'Alain Juppé, c'était le cas de ceux ou celles qui s'étaient réunis il y a quelques semaines ou quelques jours sous la bannière de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a la volonté de faire
que François Fillon soit président de la République au mois de mai prochain pour redresser notre pays, que la droite et le centre fassent bloc, quel que soit le vent, quelle que soit la marée, quelle que soit la tourmente. Alors, pas d'ambiguïté, écoutez quand même ce que disait ce matin le juppéiste, devenu filloniste, Dominique Bussereau. Quand on est candidat de deuxième tour, enfin de troisième tour même, puisqu'on a eu les 2 tours des primaires, il faut faire la synthèse. Donc il y a du Sarkozy, il y a du Juppé. Le programme santé a été modifié par Hervé Guémard, Jean Leonetti, Éric Woerth. Donc un peu tout le monde a mis sa patte. Donc François Fillon, s'il veut rassembler, il doit rassembler les idées, y compris celles des candidats avec lesquels il était en compétition dans les primaires. Oui, mais où sont les idées différentes ? Il y a peut-être plus de profondeur, il y a l'envie d'aller plus vite, d'aller plus loin. Que disait Alain Juppé sur le marché du travail ? Il disait il faut revoir le contrat de travail. Que disait-il sur le temps de travail ? Il disait il faut augmenter le temps de travail. Que disait-il sur la baisse des dépenses publiques ? Il disait qu'il fallait baisser la dépense publique. Qu'est-ce qu'il disait sur les prélèvements obligatoires et sur les impôts ? Il disait qu'il fallait baisser les prélèvements obligatoires et les impôts en mettant l'accent notamment sur les charges patronales. Donc on partage les mêmes options. C'est pas un long fleuve tranquille dans votre famille politique. Croyez... Regardez, il y avait les sarkozystes l'autre jour. Où ils en sont ? Ils étaient 17 à mener une fronde contre M. Fillon. Est-ce que ça s'est calmé ? Mais c'est faux. C'est faux. Non, c'est pas faux. Mais c'est faux. C'était pas que des. Vous parlez de M. Fenech. Voilà. Et les 16 autres qui étaient avec lui. Mais combien sommes-nous ? Enfin, écoutez, laissez parler. Ben oui, mais c'est parce que vous accordez beaucoup de bruit à ceux qui n'en font aucun. Voilà, c'est votre rôle au fond, passer du bas bruit au bruit. Mais en même temps, admettez que l'énorme majorité des parlementaires qui avaient un peu une échine solide, ils ont soutenu François Fillon quand ça allait très mal. Et ils étaient très nombreux à être des parlementaires qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour, bien plus nombreux que celles et ceux qui, à un moment donné, se sont posés, à mon avis, beaucoup trop de questions. Non, mais si on veut opposer des familles, on y arrive très bien. C'est pas compliqué. Vous trouverez toujours des gens qui pensent pas du bien de quelqu'un d'autre ou qui trouvent qu'on va pas assez loin ou au contraire qu'on va trop loin. La réalité est très différente. Il y a une famille de droite et du centre qui est unie, qui fait bloc derrière son candidat. Ce candidat publiera définitivement un projet qu'il a travaillé à la primaire, qu'il est en train d'amender pour justement tenir compte d'un certain nombre d'autres opinions. Il est en train de le faire. Il l'a fait sur la santé, mais il est en train d'approfondir, il est en train de préciser. On ne sait même plus quel mot on doit employer, je vais vous dire. On ne sait même plus, parce que tout le vocabulaire, il devient diabolique. Alors, soit vous reculez, soit vous allez trop loin, soit vous... Enfin, écoutez, il aura le meilleur des projets franchement, pour cette élection présidentielle. Ça a été le cas pour la primaire, ce sera évidemment le cas pour la présidentielle. Donc, d'accord. Ce programme qui sera le meilleur des projets, comme vous dites, est-ce qu'il est audible ? Parce qu'il y a quand même cette histoire d'emploi présumé fictif qui a pris beaucoup de place ces derniers temps. Peut-être que c'est la fin, je ne sais pas. Mais ça risque quand même, ça fait un petit peu désordre. On entend plus parler des emplois présumés fictifs que du programme de M. Fillon. Alors, c'est en train de changer quand même. Vous remarquerez que François fait beaucoup d'efforts pour reprendre le cours de sa campagne. Il a parlé de sécurité il n'y a pas si longtemps. Par exemple, la majorité pénale à 16 ans, ça fait l'objet de débats. Au fond, les débats, ils tournent autour des propositions de François Fillon. Voilà, c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, il a lancé le débat sur la santé avec des propositions extrêmement approfondies. La semaine prochaine, il parlera d'autres sujets. Il va évoquer tous ces sujets au fur et à mesure. Les sujets économiques, les sujets d'environnement, évidemment, viendront à l'ordre du jour. Donc il détaillera comme il sait le faire. Il est extrêmement... je pense il est construit comme ça. Il a envie d'aller au bout des choses. Et très sincèrement, les autres candidats, c'est des grands généralistes à côté de ce que propose François Fillon. Donc les électeurs, ils voteront en toute connaissance de cause. Et qui demandent des efforts aux Français n'est pas contradictoire avec, malheureusement, les affaires qui lui ont été reprochées. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est pas de faire des efforts uniquement pour faire plaisir à je ne sais qui. Si on demande des efforts aux Français, c'est pour que les Français aillent mieux. C'est pour que la France aille mieux. Il y a une espérance derrière cela. Il y a l'espérance que le chômage de masse soit réduit. Il y a l'espérance que le pouvoir d'achat puisse réaugmenter. Il y a l'espérance que les services publics soient de meilleure qualité, plutôt de voir une France de plus en plus avachie, de moins en moins sûre, avec une autorité qui s'affaiblit et avec une économie qui regarde passer tous les trains sans jamais réussir à les arrêter. Donc il faut
faut que nos entreprises, elles retrouvent du lustre, de la liberté et de l'autorité. C'est au cœur de la campagne de François. Alors, vous parliez justement des candidats. Il va peut-être bientôt y avoir un nouveau candidat, comme vous le savez. Je ne sais pas ce que fera M. Bayrou demain, qui a quand même convoqué toute la presse. On imagine que c'est pour annoncer à la presse quelque chose d'important. Peut-être sa candidature, ou on dit peut-être éventuellement son ralliement à M. Emmanuel Macron. Vous, qu'est-ce que vous préféreriez? Qu'il se présente ou qu'il se rallie à M. Ce que je préfère, Macron? Ne me dites pas. Non, mais ça vous êtes égal. Mais ne faites pas la question, la réponse. Ce que je sais, c'est que je n'y peux strictement rien. M. Bayrou, il a toujours fait ce qu'il avait voulu, donc je ne préfère rien. Ce sera un fait. M. Bayrou sera candidat. Qu'est-ce qui est le plus embêtant pour vous? Si vous convoquez tous, c'est peut-être quand même pas pour dire qu'il fait sa sortie de la vie politique. Donc peut-être que c'est pour dire qu'il sera candidat. Sinon, ça devient compliqué quand même de convoquer les journalistes pour dire rien, en fait. Voilà, donc j'imagine qu'il sera candidat, et s'il est candidat, bah voilà, ce sera un candidat de plus. On est habitué. Il n'y a pas de campagne présidentielle sans M. Bayrou depuis très longtemps. Ça sera sa quatrième. Depuis très longtemps. Il est très sévère pour François Fillon. Il est très sévère à la fois sur le Penelope Gate et sur le programme de purge. Il est très sévère. Enfin, il est très sévère. Il prend deux angles d'attaque. Qu'est-ce que vous lui répondez? Enfin, M. Grossoir, il est très sévère avec tout le monde, tout le temps. Enfin, peut-être pas avec lui-même, mais il est très sévère avec tout le monde. Au fond, qu'a apporté François Bayrou à la vie politique française sur toutes ces années? Je n'en sais rien. Qu'a-t-il fait quand il était en charge d'un ministère aussi important que le ministère de l'Éducation nationale? Rien. Il a co-géré avec les syndicats. L'ensemble de son cabinet a explosé. Donc, il ne va pas donner des leçons de gestion publique, ni de leçons de courage en politique. Non, s'il vous plaît. Donc, qu'il soit candidat, c'est une chose. Voilà, s'il est candidat, il développera son projet. Je ne sais pas ce qu'il souhaite faire pour les Français. Il dira, puis il y aura un débat. Et puis, c'est comme ça. La démocratie, c'est comme ça. Enfin, il attaque tout le temps tout le monde. C'est très bien. Enfin, il attaque surtout Fillon, ces derniers temps, c'est ce qu'il a fait en tous les cas. Enfin, et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il peut prendre des voix? Il attaquait Nicolas Sarkozy de façon odieuse, Enfin, M. Bayrou, il est à l'origine de M. Hollande. Donc il ne faut pas non plus tresser des louanges. Il n'y a pas que lui, là, vous raccourcissez un petit peu les choses. Non, je raccourcis rien. Je ne raccourcis rien. Ce qui, à un moment donné, appelle à voter pour ceux qui ne sont pas considérés comme vos amis politiques, c'est quand même qu'il y a un tout petit problème. Il avait dit, moi, je vote pour François Hollande, vous faites ce que vous voulez. C'est un petit peu différent, il ne vote quand pas même, le projet retraite en 2010. Il y a un projet retraite. Il faut du courage pour tout ça. Il faut du courage pour tout ça. C'est compliqué d'avoir du courage en politique. Compliqué. Et vous diriez que M. Bayrou n'a pas de courage en politique? J'en tire les conclusions qu'il n'a pas voté une grande loi du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui n'a jamais été remise en cause parce qu'elle était juste. Simplement, il fallait pouvoir affronter l'opinion publique. Alors justement, à propos de M. Sarkozy, M. Fillon a été le voir l'autre jour. Pourquoi? Vous savez, ils se connaissent bien. L'un était Premier ministre de l'autre. L'un est candidat à la présidence de la République et puis Nicolas Sarkozy était candidat aux primaires. Donc je crois que c'est très important de discuter, comme François Fillon va discuter avec Alain Juppé dans peu de temps aussi. Ça a été ces deux grands hommes politiques de la vie politique française, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. François, il a raison de le faire. D'abord, c'est des signes politiques. Vous me disiez sans arrêt tout à l'heure, il y a des bisbilles entre un tel ou un tel. Bon, c'est pas une cour de récréation, la vie politique. Et le redressement de la France non plus. De loin pas. Donc c'est quelque chose de sérieux. Il est naturel que notre chef de file, qui est François Fillon, aille discuter avec les hommes et les femmes politiques. Dernière question. Dont Nicolas Sarkozy. Et le soutien de Nicolas Sarkozy, il est sans faille. Alors tout le monde tient pour acquis que Marine Le Pen va arriver première au premier tour. Vous avez vu le dernier sondage, 28% plus 2 pour Marine Le Pen. C'est inéluctable? Rien n'est inéluctable dans cette campagne électorale. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, elle est en tête. Peut-être ce ne sera pas le cas demain. C'est un réceptacle à colère. C'est la défaite des partis de gouvernement, ça, Marine Le Pen toujours en tête. C'est un parti politique. Donc, il faut faire très attention. Le plafond de verre dont on parle toujours pour le Front National, un jour, il va se fissurer. Donc, il faut derrière que nous, on ait suffisamment de sérieux pour acquérir de la crédibilité. Mais vous aurez peut-être aussi M. Macron qui passera derrière M. Hamon à un moment donné. Vous n'avez pas envisagé cette hypothèse-là? Peut-être. On verra. On suivra. On envisage toutes les hypothèses. Merci, Nadège. Et c'est maintenant Michael Zamès de Public Sénat qui nous rejoint pour la dernière partie de l'épreuve de vérité. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Eric Woerth. Bonsoir. Alors, je vous entends depuis tout à l'heure et j'ai l'impression, en somme, et si je peux résumer ainsi, que si ce n'est pas François Fillon qui devient président de la République, c'est le chaos.
Je résumerai pas ça comme ça, je comprends que c'est une bonne manière de le résumer. Je ne veux pas dire ça, le débat démocratique, il existe. Il y a d'autres candidats qui sont sincères, qui ont des propositions sincères. Je pense qu'elles sont en général absolument pas crédibles. Aucune qui sont crédibles. Je pense qu'elles ne sont pas crédibles pour redresser notre pays. Parce que je pense qu'il faut du courage, il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand Mme Le Pen, elle est toujours à sa retraite à 60 ans, qu'elle considère toujours qu'il faut augmenter le SMIC, alors que ce sera à ce moment-là créateur de chômage, une augmentation massive du SMIC, qu'elle remet en cause ici ou là l'euro, donc l'Europe d'une certaine façon, c'est assez criminel pour la société française. C'est assez criminel. Parce que parce que ça tue l'espoir pour notre pays de demain se redresser. Donc ce sont des propositions qui sont extraordinairement dangereuses pour notre pays. Donc c'est une mauvaise manière de penser, mais elle a le droit de le penser, des gens ont le droit de la suivre. Nous, on a le droit de combattre cela parce que ça va très très loin. Moi, je suis un adversaire résolu de l'extrême droite et c'est aujourd'hui ce que représente Mme Le Pen. Si vous voulez, je reviendrai bien sur Marine Le Pen dans un instant. Emmanuel Macron, en quelques mots, parce qu'on a l'impression qu'il commence à donner quelques chiffres, quelques programmes, en tout cas, seront annoncés de chiffrage dans quelques jours. Il a annoncé 5 milliards pour les hôpitaux aujourd'hui. Il annonce également que d'emblée, il ne respecterait les déficits à 3%. Voilà, contrairement à François Fillon. Contrairement à François Fillon, on a un début de programme. Vous ne pouvez pas dire que Emmanuel Macron n'a pas de programme. Enfin, vous plaisantez, c'est des mesures, des mesurettes ici ou là. Il veut augmenter la CSG d'1,7 point. Enfin, c'est des mesurettes ici ou là. Tout ça dans un grand concert de banalité. Vous avez vu les meetings dans lesquels il dit je mettrai fin au chômage et puis il attend que les gens l'applaudissent. Il applaudisse un peu. Enfin, il n'y a rien de. C'est une série de banalités qui sont absolument affligeantes. Donc, c'est le contraire de l'image qu'il veut se donner. C'est pour ça que les Français le chiffrage, vous l'attendez avec impatience. Écoutez, ou pas? Nous, on a fait un chiffrage extraordinairement sérieux. Il sera présenté à un moment donné par notre candidat, par François Fillon, c'est à lui de le faire. Il y a eu un très très gros travail sur un ensemble de mesures complet. François Fillon est allé en discuter avec les Allemands. Il a rencontré il n'y a pas si longtemps Madame Merkel pour discuter de tout cela. Donc je ne crois pas au sérieux en réalité des propositions d'Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il n'a pas de propositions. Oui. Je ne dis pas qu'il n'est pas en capacité de faire des propositions. À droite, en disant il n'y a pas de programme, il n'y a pas de proposition. Mais il en aura un. Il est entouré d'énarques. Il y a même un énarque en chef, ou en tout cas un économiste en chef, qui travaillait dans l'administration, qui s'occupe aujourd'hui de son projet. Donc c'était France Stratégie quand même. Donc comment ? Oui, c'est un programme d'énarques. Quand il dit je vous aime, il dit je vous aime aux énarques. Comment ça ? Il y en a qui dit j'aime l'entreprise aussi. Non, mais ça parle à tout le monde quand on dit je vous aime. Non, mais moi je pense qu'il a dit ça aux énarques. Oui. Ah bon ? Oui, je pense, oui. Et le futur désirable, ça vous parle ? Le futur désirable ? Oui, ça c'est Benoît Hamon. Oui, enfin, je pense qu'il vaut mieux désirer le futur que de craindre le futur. Mais, enfin, c'est pas avec ça qu'on fait un programme présidentiel. Hein. C'est avec des choses un peu plus sérieuses. Parce que si le programme de Benoît Hamon, c'est toujours son revenu universel, dont il commence quand même aujourd'hui à mettre un peu de frein, c'est 300 ou 400 milliards. Enfin, plus personne ne sait. Oui, c'est ça, à peu près 340 milliards sur 5 ans. Et oui, c'est juste le budget de l'État sur une année. Et fondamentalement, c'est quand même lancer un signe. C'est une vieille idée. Pour une idée neuve, elle date du XVIIIe siècle. Mais en même temps, c'est quand même extraordinaire de lancer un signal qui est de dire c'est pas compliqué, vous pouvez ne pas travailler. Ne pas travailler à un prix, et voilà, c'est un prix qui est un revenu universel versé par on ne sait pas qui et on ne sait pas comment. C'est l'appauvrissement total de la France, et c'est aussi un message, mais désastreux, qui est envoyé à l'ensemble des Français, alors surtout des jeunes Français. Quoi. Je poursuis un peu, Eric Woerth, si vous voulez bien, sur les programmes. Jean-Luc Mélenchon, il a chiffré lui aussi son programme. 273 milliards, 173 de dépenses sur les dépenses de l'État, la sécurité sociale. C'est crédible à vos yeux ? Enfin, Mélenchon, c'est l'archaïsme en politique, c'est le Parti communiste, j'en sais rien. Vous savez, les chiffrages des candidats, à mon avis, ils sont faits sur... Non, si, c'est important. François Fillon, il aura une trajectoire de finances publiques, on y travaille beaucoup pour essayer de voir comment ça se passera. Il reviendra. Mais bien sûr qu'il faut respecter, mais il faut aller en dessous des 3%. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit il y a quelques mois, 4,3%. Non, il avait dit 4,7 pour tout vous dire. C'était pas 4,3. Pourquoi ? C'était pire. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais c'était pas ces mesures. C'est parce qu'il anticipait sur ce qu'a fait le gouvernement en prenant des recettes dans l'immédiat et en renvoyant des dépenses à l'année 2018. Donc nous serons à 3%, nous serons à 3% durant le quinquennat. Et vous confirmez 3% dans le quinquennat. Mais je crois qu'en 2017, c'est compliqué. En 2017, c'est compliqué, mais pour la bonne raison que la France, au
au mois de juillet ou au mois de juin, quand vous le promettez pour 2018. Non, mais la France, au mois de juin, la France socialiste qui nous sera, si nous gagnons, qui nous sera livrée après l'élection à une autre majorité, cette France-là, elle ne sera pas à 3%. La Cour des comptes l'a encore dit. Donc ne racontons pas d'histoire. Elle est à 3,3 ou à 3,4. Les socialistes, ils ont fait même pas 2 points sur 5 ans. Même pas 2 points sur 5 ans. Donc il faut voir de quel endroit on part. La fonction publique a été augmentée plus que durant toutes les 5 dernières années. Donc ils ont complètement lâché les vannes, repoussé des dépenses à plus tard et engrangé des recettes qu'ils devaient engranger également plus tard. Donc franchement, on n'a pas de cours à prendre sur le sujet. Et je pense que ce que souhaite François Fillon, c'est d'arriver à un équilibre de nos finances publiques en fin de quinquennat, après des réformes. Un équilibre. En fin de quinquennat. Oui, mais pas 3%. Enfin, donc un équilibre des finances publiques en fin de quinquennat, fondé sur des réformes structurelles. Et c'est ces réformes-là qui sont au cœur de son projet, et c'est ces réformes-là qui ont fait et qui doivent faire l'objet de débats avec nos partenaires européens, et notamment la réforme du marché du travail, la réforme de la poursuite de la réforme de la retraite, la réforme de l'assurance maladie pour lui conférer sa durabilité, et puis la réforme du coût du travail en France. Alors, on évoquait... Et la débureaucratisation. C'est vrai qu'on évoquait Jean-Luc Mélenchon, on a un peu dérivé. Oui, mais la débureaucratisation de notre société, elle est trop bureaucratisée. Il faut la réguler, il faut l'organiser. Nous, on aime bien tout ça en France. On a besoin d'une administration puissante, mais on a besoin d'une administration. Nous n'avons pas besoin d'une bureaucratisation. Jean-Luc Mélenchon. Oui. 173 milliards de dépenses nouvelles, 100 milliards d'investissements publics grâce à des emprunts. On l'écoute vanter son plan. Un court extrait, évidemment, de son intervention de plus de 5 heures ce week-end sur YouTube. Tout ce circuit, quand il a eu lieu, que tout a fini de tourner, il revient 195 milliards dans les caisses de l'État. Autrement dit... Ça, ce sont des recettes. Ah ben oui. Alors donc, ça veut dire que notre système rapporte... Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le croire. Hein. Ils vont se pincer. Vous allez voir, on va me faire 10 fois le coup de... Vous avez trouvé la baguette magique. Alors pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Ben venez, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ce n'est pas leur intérêt. Alors je sais pas, à 5 heures, ça ressemble à Fidel Castro. Vous ne croyez pas à la relance keynésienne de Jean-Luc Mélenchon? Non, enfin, pas du tout. Enfin, tout ça, c'est des miroirs aux alouettes, c'est des fables racontées. C'est des fables racontées aux Français. 195 milliards de recettes supplémentaires, personne ne paye. Qui est-ce qui paye ça? 195 milliards. Vous savez combien c'est la TVA ou la CSG? La CSG, ça doit être de l'ordre de 90 milliards et la TVA de l'ordre de 130 milliards ou 140 milliards. Enfin, vous voyez de quel sujet il parle. Il veut doubler l'imposition des Français. Il veut tuer les entreprises de France. Il considère que c'est l'administration qui produit les richesses. Non, c'est évidemment pas ça, mais c'est parce que c'est un autre système, c'est un autre monde politique. C'est en général un monde politique qui se passe mal. Parce que quand l'extrême gauche, qui est M. Mélenchon, et l'extrême droite se rencontrent, en général, ils ont les mêmes idées. Évidemment, ils ne s'aiment pas beaucoup, mais ils ont exactement les mêmes idées. Et c'est des idées, en général, qui n'amènent pas à plus de démocratie. Je voulais vous entendre encore sur l'extrême droite. Marine Le Pen a achevé une visite au Liban sur une polémique. Elle a refusé de porter le voile lors d'une rencontre avec le Moufti à Beyrouth. « Je ne me voilerai pas », a-t-elle dit. Est-ce qu'elle a eu raison de tourner les talons ? Elle l'a inventé, c'est un scénario. Elle y est allée justement pour montrer qu'elle ne voudrait pas porter le voile. C'est un coup monté pour vous? C'est un coup totalement monté. Vous croyez que Mme Le Pen, elle improvise tout ça? Vous croyez qu'elle va voir? Elle sait très bien, quand on va voir le grand Moufti, on y va voilé, c'est comme ça, on est dans son pays. C'est ainsi, on n'est pas en France. Donc elle connaît exactement les conditions de la rencontre. Pour vous, un coup de communication. Donc c'est un coup de communication. Je ne suis pas sûr qu'on réforme notre pays, qu'on l'amène vers un meilleur, vers un mieux pour les Français, uniquement à coup de communication. Bachar el-Assad, la solution la plus rassurante, a-t-elle dit, pour notre pays, en termes de sécurité contre le groupe islamique? Écoutez, c'est épouvantable. Bachar el-Assad, il doit être mis dans le même sac que Daesh, au fond. C'est un peu la même chose. C'est la barbarie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui en Syrie avec Bachar el-Assad. Si vous permettez une dernière question. Allez-y. Nicolas Sarkozy, je me permets juste, parce que cette information est arrivée pendant l'émission, rejoint le conseil d'administration du groupe Accor Hôtel. Il va s'occuper de toute la stratégie internationale. C'est quoi? C'est un changement de vie? Nicolas Sarkozy a arrêté de faire de la politique, donc je pense qu'il va reprendre des activités plus professionnelles dans d'autres secteurs. Et moi, je suis heureux pour lui. Voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter
à celles et ceux avec qui il va travailler. Au groupe Accor, il dit qu'il va s'engager pour le rayonnement. Le groupe, oui, enfin, soyons fiers des entreprises françaises. Je suis fier des entreprises françaises. Soyons fiers de notre industrie hôtelière. Soyons fiers de notre industrie pharmaceutique, pour reprendre les termes ou les thèmes d'aujourd'hui. Donc il a plutôt que de taper sur l'ensemble des entreprises françaises, les grandes entreprises françaises ne sont pas des ennemis de la France. C'est plutôt des amis de la France. Donc un ancien président entre au conseil d'administration, vous trouvez que c'est un signe effectivement positif? Je considère que c'est un signe positif à la fois pour le groupe dont il s'agit et à la fois pour le président de la République et en même temps pour la France. Vous avez eu des nouvelles? Oui, on s'est rencontrés. Parce qu'il paraît qu'il s'ennuie, c'est pour ça. On s'est rencontrés il y a quelques jours. Bah, vous voyez, comme ça, il s'ennuiera moins. Vous avez dit il est en pleine forme. Il n'est pas du tout revanchard. Il est derrière François Fillon. Il fera ce que François Fillon lui demande. Voilà, il est formidable, égal à lui-même. Vous avez dit au cours de l'émission tout à l'heure, Éric Woerth, que vous avez toujours combattu l'extrême droite. Si Marine Le Pen se retrouve face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que j'ai toujours combattu l'extrême droite. Et en même temps, je vous dis que ce scénario-là, il n'arrivera pas. Mais s'il arrivait, non, alors... je ne me projette pas dans des scénarios qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Le second tour de l'élection présidentielle, ce sera avec François Fillon contre je ne sais pas qui. On verra. Je ne suis pas sûr que Mme Le Pen soit automatiquement qualifiée pour le deuxième tour. Je n'en suis pas sûr, même si tout le laisse à penser. Donc vous ne voulez pas nous dire que finalement, mais évidemment, parce que vous je ne veux pas Macron. me projeter sur un... Moi, je veux que François Fillon il gagne cette élection parce que je pense que c'est l'intérêt du pays. Donc je me projette totalement, je travaille là-dessus, comme tous mes collègues. D'ailleurs, on fait bloc. C'est ce que vous nous avez démontré au cours de cette émission, Éric Woerth. Merci d'avoir été avec nous. Merci Mickaël, bonsoir à tous. À la semaine prochaine, on se retrouvera en direct du Salon de l'Agriculture.